tant que représentant de l'Université Grenoble-Alpes, l'une des universités partenaires participant dans le projet Rest for City. J'ai le plaisir d'accueillir Claire et Esteban qui sont les étudiants de cette université. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Esteban, je suis élève en deuxième année d'école d'ingénieur à l'NCCube, dans une filière qui s'appelle l'industrie de l'énergie nucléaire. Et donc je suis ancien membre de bureau d'association étudiante et membre du COMOP formation, donc, du comité opérationnel de l'école, qui permet de mettre en place une stratégie de DRS de l'école. Okay. Et moi c'est Claire du coup. Je suis aussi élève en deuxième année à l'NCCube, dans la même école qu'Esteban. Et moi je suis dans la filière automatique et système intelligent. Ok, super. Donc aujourd'hui, l'objectif de cet entretien, c'est déjà, dans le cadre de ce projet, c'est de connaître les opinions des étudiants qui font formation dans l'énergie, déjà sur l'importance de la transition énergétique, ensuite les raisons pour lesquelles vous avez choisi votre formation, et bien sûr, quelles sont les modifications que vous voudriez apporter dans votre formation pour l'améliorer. Donc ma première question, elle va être très très générale. À quel point pensez-vous que les étudiants et en général les individus doivent posséder des connaissances ou des compétences qui sont liées à la transition énergétique? Tu peux commencer? Tu veux que je commence? Comme tu veux. On va pas avancer avec ça. Non. Vas-y, je commence, alors je lance. Moi je trouve que c'est super important. En plus c'est marrant parce que je lisais un article ce matin justement sur Le Monde qui parlait du fait que notamment les régions avaient besoin de beaucoup plus d'amplitude dans leurs moyens d'action politique et de financement aussi, mais qu'une des raisons qui expliquait aujourd'hui les freins justement aux mises en place par exemple d'adaptation locale, c'était le manque de connaissances, que ce soit des élus ou des politiciens, etc. Donc je pense que c'est juste ultra important et primordial pour la transition énergétique notamment. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que avoir plein de connaissances sur le sujet va être assez important dans les prochaines années, que ce soit en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que futur citoyen, parce que l'université forme de futurs citoyens. Et donc ça permettra d'aider donc, à la vie politique par la suite, notamment lors de votes. On a vu que la prise de connaissance sur les sujets socio-environnementaux a permis d'avoir des propositions ambitieuses de la part de la Convention citoyenne pour le climat, alors que de base ils n'y connaissaient pas grand-chose, enfin tous pas grand-chose. Donc avoir ces connaissances pourrait aider lors de la vie citoyenne de chaque personne. Donc est-ce que vous pensez que c'était aussi l'une de vos raisons pourquoi vous avez choisi votre formation dans l'énergie? Et en général, c'était quoi les raisons pourquoi vous avez choisi le domaine de l'énergie? Le domaine de l'énergie en général. Quand je suis arrivé à l'NCCube, du coup après 3 ans de prépa, parce que j'ai redoublé ma deuxième année, je voulais quand même une école qui prenne un minimum en compte les enjeux socio-environnementaux. J'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire après. C'est tombé sur l'énergie. L'école est bien venue de moi, ce qui est déjà un bon truc. Et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse moins maintenant, depuis que j'ai découvert un peu plus de domaines des enjeux socio-environnementaux. Mais travailler sur l'énergie m'intéresse en tant qu'étudiant. Ok. Parce que là, la question c'est spécifiquement sur l'énergie ou c'est l'environnement aussi? En général, en fait, tous les deux. Ok, ouais. Parce que du coup, dans le nom de l'école, il y a eau, environnement et énergie. C'est ça. Moi, c'était pas forcément l'aspect énergétique qui m'intéressait. C'était plus le fait que c'était une des seules écoles qui revendiquait, vraiment à travers son nom, donc je pense que c'était quand même assez parlant, la prise de, on va dire, la considération des enjeux environnementaux dans la formation. Et après, moi, c'est un peu pareil qu'Esteban, c'est aussi une question de on vient de classe prépa, on passe des concours et il y a aussi une question plus des écoles qui veulent bien de nous que nous qui vont nos écoles. Okay. Après, moi, je sais que ce qui a été assez décisif aussi, c'est que, mais ça c'est le cas de toutes les écoles ici à Grenoble INP, ils proposaient un double diplôme avec Sciences Po là sur le campus. Okay. Et ça, dès le début, je l'avais vu et dès le début, je m'étais dit si j'arrive à combiner les deux, un peu connaissances sociaux et connaissances scientifiques, ça rentrait pile dans le parcours professionnel que je voulais plus tard, quoi.
Ok, je vois. C'est vrai que, par exemple, dans la formation que moi je fais, donc économie-gestion, on voit pas du tout ni côté environnemental, ni côté énergétique. Et ce qui fait que, on va dire, une partie des citoyens sont totalement absents de connaissances. Et voilà. Donc, est-ce que vous pourriez me parler des points spécifiques que vous appréciez vraiment dans votre parcours? Et ensuite, vous me dites quelles sont peut-être les améliorations que vous voudriez apporter à l'école. Parce qu'en même temps, le projet Race for City veut permettre par exemple aux étudiants de l'ESEQ de co-créer les cours. Donc c'est que pas uniquement les étudiants, les enseignants qui définissent que vous allez apprendre à ça, mais également votre avis, vos opinions, ils vont être plus valorisés. On est obligé de parler de la filière piste là. Ouais, moi j'ai pas poursuivi. Toi t'as pas poursuivi? Bah moi j'ai pas encore suivi les cours. Alors actuellement, moi ce que je trouve bien à l'école, comme j'ai dit, c'est qu'elle revendique la prise en considération de l'environnement. Et ça c'est pas forcément la maquette pédagogique qui le fait, mais c'est plus la revendication de l'école en tant que telle, c'est que les étudiants et les étudiantes sont quand même assez globalement au courant de ces questions-là. Et du coup, ça, on va dire, ça crée un réseau étudiant qui est assez épanouissant et où il y a pas mal d'auto-formation sur toutes ces questions. Après, ce que je regrette un peu dans l'école, c'est qu'il y a vraiment cet aspect, les cours généralistes qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle école d'ingénieur, avec parfois des petites surcouches de questions environnementales. Et il y a quelques cours qui explorent plus en profondeur ces questions, mais c'est assez rare et surtout ça dépend vachement des spécialisations qu'on choisit. Par exemple, moi en automatique et système intelligent, on aborde quasiment plus ces questions. Là où en première année, il y a quand même quelques cours de vertu et tout. En revanche, là où l'école a quand même été assez, je pense, novatrice d'une certaine façon, c'est que justement, il y a des élèves qui faisaient partie du COMOP, il me semble. Je sais pas si c'était dans le cadre du COMOP ou pas, mais en tout cas il y a des élèves qui ont discuté avec la direction de l'ouverture d'une nouvelle filière en 3e année. Ils appellent ça un semestre aménagé, je crois, ou quelque chose comme ça. Et là ils ont vraiment développé une filière qui est spécialisée dans les questions de low-tech notamment, dans les questions de sobriété, qui commence un peu à toucher aussi aux questions sociales. Et du coup ça reste un semestre qui est assez sélectif et je pense que tout le monde ne peut pas forcément y accéder, mais c'est déjà super de la part de l'école d'avoir vraiment ouvert une filière là-dessus et d'avoir co-construit ça avec des élèves justement. Ouais, c'est ça. Et du coup, je reviens sur ce que tu as dit. En effet, du coup, en première année, on a 2-3 cours quand même qui touchent aux enjeux socio-environnementaux. En deuxième année, au premier semestre, j'ai eu 8 heures max. Donc c'est extrêmement peu. Et c'est quelque chose qui, à titre personnel, me manque, que je trouve qui manque dans la formation, dans le sens où en fait il y a le mot environnement dans l'école, mais on ne le retrouve pas vraiment forcément dans les maquettes pédagogiques. Je trouve ça dommage. Donc il y a le parcours piste qui est proposé, mais ce qui n'est pas proposé que par l'école. Elle est ouverte à toutes les personnes de Grenoble INP, donc c'est vraiment pas une spécification de l'école. Beaucoup de personnes de l'école y vont quand même, mais c'est pas une spécialisation une spécialité ou spécialisation spécialisation de l'école en tant que telle. Et en fait, je le vois dans mes cours. En fait, les autres élèves qui sont avec moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une sensibilité assez accrue par rapport à ces enjeux. Mais j'ai vraiment l'impression d'être quasiment le seul de ma filière. Et je trouve ça vraiment dommage. Typiquement, il y a eu la rentrée climat qui a été faite, donc toutes les personnes qui n'avaient pas participé à la fresque du climat en ont fait une, avec la responsable. Expliquer la fresque du climat, le fait que c'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire pour tout le monde. Ça a été fait cette année par la responsable de DRS de l'école, développement durable et responsabilité sociétale. Et toute personne qui n'avait pas fait une fresque était invitée à en faire une. Invitée de façon obligatoire. Avec un justificatif si jamais on ne pouvait pas venir. Donc moi j'en ai déjà fait une, j'étais animateur donc je n'avais pas participé, mais on m'a raconté qu'il y avait des échanges un peu lunaires en troisième partie de la fresque dans les personnes de ma filière. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça faisait là.
alors qu'on est une école de l'environnement notamment, et qu'on ne bosse pas beaucoup sur l'environnement, et que c'est un peu le minimum syndical à proposer, je pense. Je vois. Donc c'est plutôt vraiment le côté énergie qui est prioritaire pour C'est ça. l'école. L'énergie, ouais, c'est un peu dans toutes les filières. Mais je pense qu'en fait, après ça amène un problème peut-être plus global, mais comme les questions environnementales, c'est aussi, ça touche vraiment aux questions politiques. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une appréhension déjà de la part de l'école qui dépend quand même d'un ministère, qui fait quand même partie, tu vois, ça fait partie d'un gouvernement, quoi. Donc il ne va pas commencer à trop se positionner sur une vision politique. Tu vois, au niveau des professeurs et tout, il y a quand même une certaine neutralité à avoir. Après, toute la question de savoir est-ce qu'on peut se permettre de continuer d'avoir cette neutralité ou pas, etc. Mais c'est sûr que du coup, toutes les questions sociales qui, en tout cas, nous deux, je sais que ça nous paraît quand même être un peu le cœur de la transition environnementale, c'est très difficile de les aborder. Je pense pour une école d'ingénieur, d'autant plus que les écoles d'ingénieurs, je pense que ça fait particulièrement partie d'un système qui se veut absolument neutre, tu sais, très scientifique, très factuel, quoi. Ok, je pense. Est-ce que vous pensez aussi que, comme vous avez dit, j'ai compris, certains étudiants ils manquent de certaines connaissances sur l'environnement à cause de vu qu'il n'y a pas vraiment cette spécialité dans l'environnement, etc. Oui, c'est sûr. En fait, à un certain point, ça dépend de la sensibilité et de l'auto-formation de chacun, chacune, quoi. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, toi, mais... C'est aussi beaucoup d'auto-formation. Typiquement, la filière que j'ai choisie m'intéresse plutôt maintenant de par ses cours et de par ses débouchés. Parce que du coup, je me suis auto-formé sur la question. J'ai beaucoup de lectures, ça dépend ce qu'on appelle beaucoup, mais je lis pas mal d'articles ou de livres dessus. De par les associations aussi, il y a aussi un apprentissage et un développement des connaissances un peu à deux vitesses entre les personnes qui justement cherchent à se former et les personnes qui ne cherchent pas vraiment à le faire. Et c'est aussi valable d'ailleurs avec les profs, où il y a des profs, j'ai un cas avec un prof qui a lâché des dingueries en cours et auquel on a été le voir à la fin du cours pour lui dire que non, on ne dit pas ce genre de choses. Donc c'est vraiment important de former tous les étudiants et aussi les enseignants et les membres du personnel. Donc la formation universitaire ne s'arrête pas uniquement aux étudiants, à la formation, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Ok. Donc par exemple, on a aussi parlé de garder la neutralité de l'école au niveau de leur politique. Imaginons que l'école elle décide au lieu de changer vraiment le maquette pédagogique, elle décide de lancer les MOOC, par exemple sur lesquels aussi notre projet City travaille. Je pense que vous connaissez à peu près le système. Donc sur les programmes en ligne, assez courts et flexibles. Et le projet City, l'équipe essaie de créer deux types de MOOC, même plusieurs, mais les deux principaux, c'est que le premier, par exemple pour les étudiants des différentes filières qui ne sont pas vraiment liées à l'énergie, déjà d'être introduites à la transition environnementale énergétique. Par exemple, des étudiants de votre filière, d'obtenir les connaissances qui ne sont pas vraiment représentées dans notre formation, ou par exemple une connaissance approfondie sur l'environnement, ou une connaissance approfondie sur l'énergie. Est-ce que vous pensez que ça peut être quand même plus conforme à la politique de l'école ou non? Et également, est-ce que vous pensez que les étudiants ils peuvent être intéressés par ce MOOC? Moi, là, comme ça, j'ai pas mal de choses qui me viennent. Déjà, il faudrait voir si le MOOC, c'est quelque chose qui se fait en plus de la formation ou qui vient remplacer un cours. Oui, je pense que ça va être plutôt un supplément de la formation. C'est un supplément, ouais. Du coup, pour moi, si c'est un bonus, c'est sûr que c'est bien, tu vois. Enfin, entre guillemets, il n'y a que à prendre quand il y a du bonus. Bien sûr. Mais est-ce que pour autant, ça peut pas aussi renforcer la forme comment on dit, ça peut pas creuser le fossé qu'il y a entre certains élèves qui veulent prendre connaissance de ces questions et d'autres qui, tu vois, sont moins intéressés. Donc le problème que j'ai globalement avec les choses avec les enseignements d'environnement, c'est que j'ai l'impression que souvent c'est des questions où on choisit un peu de les traiter à la carte. Okay. Et je pense que c'est un des plus gros problèmes qui nous attend. Et que tu vois, aujourd'hui on va avoir tendance à énormément valoriser, je sais pas, par exemple l'informatique, tu vois.
à rendre les cours absolument obligatoires pour toutes les filières, etc., même si on va pas trop y toucher plus tard dans le carrière professionnelle. Là où l'environnement, pour moi, faudrait que ce soit la priorité numéro 1. Après, ça, c'est une opinion, tu vois. Mais du coup, c'est un peu le problème que j'aurais avec les MOOC. Après, moi, à titre personnel, si l'école proposait des MOOC gratuits, moi, j'irais et je ferais mon truc à fond et je serais trop contente, tu vois. Surtout qu'ils sont certifiés, donc ça fait aussi une petite ligne sur CV, donc ça peut être pas mal. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et puis après, le truc que j'ai à dire aussi, c'est que... moi, j'ai été de la génération où il y avait le confinement, Covid, première année et tout. Et c'est vrai que ça a porté je sais pas comment dire, ça a concrétisé une réflexion sur l'aspect social et humain qu'il peut y avoir des relations entre nous, tu vois. Oui. Et je sais pas, tu vois, c'est pour ça que je te demande à la fois si c'est une option et à la fois si c'était pas une option, faudrait pas non plus que ça prenne trop de place selon moi dans la maquette pédagogique parce qu'il y a vraiment ce lien entre étudiants qui est ultra important à préserver, quoi. C'est vrai que je suis assez d'accord sur tout ce que tu as dit en fait. Je pense que le fait que ce soit une option et que les personnes intéressées par ces enjeux qui aillent, ça creuse un peu les inégalités de connaissances encore plus. Après, je sais pas si ça peut vraiment créer un effet de groupe, dans le sens où si vraiment beaucoup de personnes y vont, ça va encourager d'autres personnes à y aller par mimétisme entre guillemets. Je pense, du moins de ce que je vois à l'école, les personnes qui sont intéressées par ces enjeux en fait, se retrouvent déjà parmi les assos. Donc, il y a un cœur qui est vraiment très comment dire, pas soudé mais très compact, où en fait les informations se diffusent assez rapidement. Et donc le fait qu'il y ait des MOOC comme ça soient créés pourrait être un vrai plus, dans le sens où ces personnes pourraient très vite être au courant, donc si ça les intéresse, pourquoi pas. Mais en dehors de ce cercle, de ce cœur, l'information sera vraiment très difficile à passer, dans le sens où ces personnes ne seront pas vraiment très intéressées. Okay. Et donc ce sera juste un spam de mail en plus pour eux. C'est ça en fait, c'était ma question suivante, vous l'avez bien touché, c'est qu'on se demande aussi avec l'équipe comment informer les étudiants de cette nouvelle, parce que déjà le mail étudiant c'est pas vraiment une bonne idée, c'est pas du tout efficace, en sachant que déjà en tant qu'étudiant on a plein de mails chaque jour. Et ce qui peut paraître vraiment difficile à trier, etc. Donc, est-ce que vous avez des idées des autres canaux de transmission d'infos qui peuvent quand même plus toucher les étudiants et même les enseignants? En vrai, moi je trouve que le mail il est pas si désuet que ça, tu vois. En vrai de vrai, après peut-être je suis moins sur les réseaux que les personnes lambda de mon âge, mais en vrai je pense même pas, tu vois. Mais franchement, limite, les mails, c'est ce que je vais lire le plus parce que à terme, les mails, t'es un peu obligé de les lire parce que je sais pas, t'as oublié de rendre un compte rendu à l'heure, t'as une information qui passe sur un changement de salle, un truc et tout. Et du coup, finalement, je me retrouve un peu à lire au moins du coin de l'œil tous mes mails. Là où, par contre, si commence à y avoir de la communication sur Facebook, Instagram et tout, là, beaucoup plus rapidement. Genre au bout de 2 publications, je décroche et je ferme l'appli, je fais ça m'a saoulé, tu vois. Okay. Surtout que, en tout cas à l'NCCube, on a un groupe Facebook par exemple où il y a pas mal de communication qui se fait dessus. Et il y a une vie associative ultra dense, on va dire. Et tu vois, moi à partir du moment où j'ai commencé un peu à décrocher des soirées, bah en fait j'ai commencé à juste complètement décrocher du groupe Facebook dans son entièreté parce que 90% des publications c'était ça, tu vois. Donc en fait c'est un très bon canal d'information pour tout ce qui va être soirée, vie étudiante et tout. Et à la fois, du coup, je pense que ça peut étouffer un peu, tu vois, on pourrait se dire, moi ça me paraît être une fausse bonne idée de communiquer sur ces canaux parce que ça va être étouffé justement par les soirées à tel endroit, les après-midi ceci, les après-midi cela. Tandis que je pense que le mail, il garde cet aspect un peu formel et un peu du coin de l'œil, tu l'as vu. Après la communication de personne à personne, c'est ce qui marche le mieux encore. Ouais. Moi, je pense que ce qui manque un peu à l'école, on va dire, et je pense que c'est vraiment l'aspect qui change de quand tu quittes les bancs de l'école secondaire, tu vois. C'est cet aspect, tu sais, les profs qui te communiquent les informations, tu vois. T'as les profs qui te parlent ou t'as des délégués qui font des annonces. Tu vois, si à la fin d'un cours, il y a encore tout l'amphi qui est là, et qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, au fait, checkez vos mails parce qu'il y a ceci, cela », bah après, c'est la fin du cours, tout le monde va se barrer pour aller manger, mais je trouve que potentiellement, en tout cas, moi, c'est ce qui me touche le plus personnellement en termes d'écoute, le bouche à oreille et tout. Même Esteban, là, quand il m'a...
Enfin, quand tu m'as tenu informé de ça, ça a été. En vrai, il m'a envoyé des trucs Messenger, j'ai pas lu, tu vois. Non, j'ai pas lu, quoi. Et après, il allait me voir, il a fait Claire, faut qu'on parle de quelque chose. Et bah, je suis là, tu vois, donc comme quoi ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Ce que tu soulèves un peu comme point, c'est qu'il y a deux cadres, entre guillemets, de l'école. C'est qu'il y a un cadre personnel, donc, qui va être un peu les soirées, et un cadre professionnel. Donc il faudrait deux canaux différents pour informer les différentes personnes. Donc c'est ce qui se passe. Donc sur le groupe Facebook, il y a tout ce qui est du coup, pour le cadre personnel. Et pour le cadre professionnel, il y a soit les mails qui sont plus ou moins lus par l'ensemble de la population. Je ne vais pas faire mon cas généralisé, mais parfois je lis juste le titre du mail, si ça ne m'intéresse pas, ça l'archive directement. Mais du coup, il faudrait trouver quelque chose qui soit du coup dans le cadre professionnel, parce que c'est un cadre professionnel, où tout le monde y est aussi. Ok. Donc, typiquement, les assos, c'est pas le cas. Donc, le fait de passer par les délégués, c'est une idée qui me paraît pas mal. Mais après, je vois pas tellement d'autres idées. Il y a peut-être des affiches aussi. Qui regardent vraiment les affiches toujours. Je pense que c'est vraiment dans tous les entretiens, le point commun de tous les étudiants, c'était que les enseignants informent les étudiants. Ah ouais, ça parce que vraiment, ils m'ont dit que un peu c'est aussi l'enseignant, c'est quelque chose qui tu le respectes, et s'il parle de quelque chose, c'est-à-dire que ça peut être vraiment intéressant, ça peut être riche pour mon expérience, etc. Donc je pense que de dire que c'est soit un délégué qui intervient ou un enseignant, peut-être c'est une meilleure idée. Donc c'est ça. Et dans ce cas-là, il faut aussi donner les connaissances aux délégués et aux profs. Ouais, bien sûr. Et du coup, l'étape d'après. Ouais, il faut les faire accrocher au projet, il faut qu'ils collaborent et tout. Ouais, c'est ça. Donc, c'est aussi un autre aspect de communication qui devient un peu difficile. Donc finalement, ma dernière question pour aujourd'hui, ça va être, est-ce que vous pensez que vous serez capable d'appliquer les pratiques et les technologies durables dans votre future carrière? Ou est-ce qu'il y aura des autres contraintes? Parce que aussi, j'ai entendu de la part de Madame Ionescu, c'est que certains étudiants, en sortant de l'école d'ingé, en se retrouvant dans un milieu professionnel, c'est pas du tout les mêmes attendus au niveau de l'aspect environnemental, de la part de l'entreprise. Est-ce qu'on est les bonnes personnes à poser cette question? À titre personnel, je pense que oui, parce qu'à terme, ce que je voudrais faire, c'est de la recherche. Donc évidemment, si évidemment je suis dans le monde de la recherche, ce qui est hypothétique parce que c'est quand même assez difficile d'y rentrer, j'adapterai évidemment mes pratiques à ce que je fais. Typiquement, si je dois partir en mission, je n'irai pas en avion, c'est clair et net. Je privilégierai le train pour tous mes déplacements. J'adapterai quand même des pratiques qui sont plus du mode de vie à ce domaine professionnel, mais je ne sais pas si mes pratiques professionnelles seront vraiment écolo entre guillemets. Par exemple, là je me tourne beaucoup plus vers la programmation. Les calculateurs sont quand même assez coûteux en énergie. Est-ce que je réussirais à vraiment adapter mes connaissances informatiques sur les connaissances énergétiques par rapport au serveur? Je ne sais pas. Mais après, le domaine de recherche sur lequel je vais travailler sera évidemment en rapport avec l'environnement. Là-dessus, je n'en fais aucun doute. Et je ne veux pas travailler sur autre chose. Bah, moi, c'est compliqué de répondre parce que je ne veux pas vraiment travailler en entreprise. Enfin, en tout cas, en privé, ça ne me parle pas trop. Du coup, moi je me vois plutôt, tu vois, dans une ONG ou éventuellement dans un cabinet de conseil ou dans la recherche. J'ai pas vraiment, tu vois, défini exactement quelles étaient les frontières. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas trop de doutes. Et en même temps, tu vois, je pense que la question, elle est plus adaptée à quelqu'un qui travaille en entreprise parce que je pense que c'est là où la transition est la plus lente et la plus contradictoire avec le modèle économique. Et où il y a le plus de chemin à faire, quoi. Donc on peut vraiment dire que par exemple si vous travaillez dans un laboratoire, c'est beaucoup plus facile de le faire que dans une entreprise. Je pense honnêtement que c'est beaucoup plus simple. Ok.
En fonction du sujet de l'entreprise. Oui, bien sûr. Le sujet Et du laboratoire. sujet du laboratoire. Oui, bien sûr. Ok. Bon, merci encore une fois pour la participation.